Et tout de suite dans le vif du sujet, et on va commencer par l'actualité chaude, brûlante, avec vous, Madame la députée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, finalement, on va pouvoir accélérer l'investissement dans le monde des entreprises? Alors, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de mesures, donc je vais essayer de les synthétiser et puis de comprendre, surtout vous donner un peu le cadrage politique, pas vous faire une liste ligne à ligne. On a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'abord qu'il faut que les entreprises de toute taille aient des signaux clairs sur le quinquennat, sur leur capacité à faire des business plans, où ils comprennent quelles sont leurs charges de manière crédible. Donc, ça concerne l'impôt sur les sociétés. Vous avez vu qu'on a une trajectoire pour le ramener à 25% à la fin du quinquennat, avec une baisse significative dès l'année prochaine sur la taxation des 500 000 euros de bénéfices, les premiers 500 000 euros de bénéfices. Donc, un vrai axe sur les PME. Et puis, on a ce qui est sur la partie coût du travail, donc des baisses de charges patronales prévues en 2019 par le transfert du fameux CICE en baisse de charges pérennes. Ça, c'est du côté entreprise. Il y a aussi des choses sur les taxes sur les dividendes, etc. Mais ça, je pense que ça concerne moins, j'allais dire, les entreprises qui sont dans la cible aujourd'hui. Donc, c'est déjà donner aux entrepreneurs de la visibilité pour qu'ils fassent des business plans qui soient tenables. Et pas, je fais un business plan, mais je sais déjà que dans un an, tous mes paramètres vont changer. Et puis, ensuite, on a la partie financement de l'économie, dont vous êtes des partenaires clés, qui consiste à dire qu'en France, on s'est collectivement fourvoyé de deux manières jusqu'à maintenant. La première, c'est que une entreprise qui se respecte, elle a avant tout des prêts bancaires, et que quand elle pense financement, elle pense banquier, et quand elle pense banquier, en fait, le banquier lui ouvre une ligne de trésorerie, un prêt à 3 ans, et puis vogue la galère, débrouillez-vous. Le problème, c'est qu'avec un prêt à 3 ans, on n'innove pas, on ne peut pas investir à long terme, on ne peut pas rénover vraiment son appareil productif. Et donc, on est dans une économie qui, certes, produit, mais produit sans passer des caps, notamment technologiques, de manière facile. Aujourd'hui, les machines en France, en moyenne, ont 19 ans. On a fait beaucoup pour l'innovation depuis quelques années, la BPI, il y a eu des fonds ciblés. Le problème, c'est que racheter une machine, ce n'est pas innovant. Néanmoins, ça rend compétitif quand même, notamment en termes de coûts et d'exportation. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une vision que le prêt bancaire ne peut pas être la seule solution au financement, surtout si on a une économie de l'innovation où on a besoin de financement en fonds propres et de long terme. L'autre volet de ce fourvoiement, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que les épargnants français ont été biberonnés collectivement par un système très organisé par l'État à l'épargne réglementée et à l'épargne sans risque. Puisque aujourd'hui, tous que nous sommes, si nous allons voir un assureur vie, potentiellement certains d'entre vous, historiquement, ce qu'on avait, c'est qu'on ressortait avec un livret A, un PEL, un plat d'assurance vie, et si vraiment on était extrêmement courageux, peut-être un PEA. Bon, une fois qu'on a fait ça, le problème, c'est qu'on n'habitue pas d'abord les Français à comprendre comment leur épargne bénéficie à l'économie. On n'habitue pas non plus les Français à comprendre qu'il y a un lien entre le rendement et le risque, parce qu'à la fin, en fait, tout le risque est complètement gommé par les incitations fiscales. Et surtout, on a une économie qui ne se donne pas les moyens de financer sa croissance. Donc ça, c'est le constat. Alors, comme nous sommes des gens très pragmatiques, nous avons regardé le constat et nous nous sommes dit, ben, voilà, il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait du capital en fonds propres dans les entreprises et il faut en face que les épargnants arrivent enfin à avoir du rendement. Et donc, retrouvent, j'allais dire, le signal rendement-risque de manière beaucoup plus lisible quand ils font leur placement et leur choix d'épargne. Alors, je vais vous parler des mesures, ensuite je vais vous parler des acteurs. Les mesures. Donc, vous le savez, on supprime l'ISF sur toute la partie des valeurs mobilières, obligations, actions. On place un plafond et en fait un taux unique de fiscalité sur toutes les plus-values et les revenus du capital à 30%. Et on garde 3 produits avec leurs exonérations qui sont un peu en dessous, que sont le PEA et le PEA PME, parce que c'est des produits qui ont enfin pris un tout petit peu de connaissance dans les esprits, donc ne touchons à rien. L'assurance vie en dessous de 150 000 euros, dans l'idée que c'est en fait une épargne sûre, et que quand on est en dessous de 150 000 euros, je dis on est dans l'épargne, au-dessus de 150 000 euros, on doit être dans l'investissement. Et donc c'est pour ça qu'on donne quand même un aiguillon à dire, quand vous avez plus de 150 000 euros d'assurance vie, il y a peut-être une question à se poser sur savoir si c'est le seul véhicule d'investissement que vous devez avoir, et s'il n'y a pas une diversification à faire.
Et puis le livret A, qui est quand même, et livret développement durable, qui sont vraiment nos ancres populaires, historiques, quasiment folkloriques, et auxquelles on ne peut pas toucher. Donc ça, c'est la partie taux et fiscalité. C'est la partie mesure. Et on pourra revenir en détail si vous voulez. Ce qui est clé, c'est que, et j'ai eu une interview dans Libération pour expliquer ça, donc vous savez, Libération, c'est aussi parfois des journaux où on essaye d'expliquer des choses dans des audiences qui sont un peu différentes de la nôtre aujourd'hui. Toute la tuyauterie de l'épargne est à revoir en termes pour les acteurs. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire les entreprises ont besoin de capital, les épargnants ont besoin de reprendre du risque parce qu'elles ont besoin de rendement. Aujourd'hui, les produits pour le faire, au fond, n'existent pas. Vous êtes ici des représentants d'acteurs qui font ce travail-là, c'est-à-dire au niveau ou bien de réseaux de personnes qui se connaissent, mais on touche un tout petit nombre de Français, ou bien par des acteurs professionnels, mais qui ne touchent pas aujourd'hui le grand public. Vos levées de fonds de la FIC, en termes de particuliers qui un jour se diraient « tiens, j'ai envie de mettre des fonds dans un fonds de private equity », ça m'intéresserait de savoir voilà, la proportion. Donc quand on dit que la tuyauterie est à revoir, c'est qu'il y a une culture à recréer. Alors, je suis très contente parce que les Échos sont extrêmement bien informés de notre conférence du jour, donc font un dossier spécial sur l'épargne et expliquent des choses en termes de sondage auprès des Français. Les Français, d'abord, quand ils investissent aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est protéger leur argent. Ils ne veulent pas que ça rapporte. Ce n'est pas ça le moteur de leur motivation d'épargne. Vous voyez aussi que, globalement, personne en France, enfin, on a un des taux les plus faibles de culture financière. Vous demandez aux Français, vous avez 100, vous investissez à 3,5, combien vous avez dans 1 an et dans 10 ans? Eh ben, on est le pays où les gens savent le moins répondre à ce genre de questions. Donc on a toute une culture à faire. Et c'est là où j'ai un message pour vous. Ce plan qui est de dire, on clarifie les signaux fiscaux, on est clair sur les objectifs, on donne aux entreprises des moyens voilà, d'être plus compétitives, il y a un acteur clé au milieu que sont les intermédiaires financiers, les banquiers, les assurances-vie et tous les gens qui font du conseil. Si vous n'avez pas des investissements très forts en termes de pédagogie, en termes aussi de fléchage de l'épargne, parce que ce n'est plus la fiscalité qui va flécher l'épargne, c'est à vous, conseiller, de le faire. Si vous n'avez pas une réflexion collective sur comment on s'y prend pour avoir des nouveaux produits, avoir un nouveau discours, avoir des nouveaux moyens d'explication de ce que ça veut dire, moi, épargnant qui a 10 000 €, de vouloir investir dans l'économie productive, nous, on aura fait notre travail, mais ça ne va pas marcher. Donc il faut absolument qu'on ait un dialogue très concerté, très suivi, très volontariste. J'ai été voir la Fédération bancaire française et je leur ai dit, ici, il y a un produit qui va disparaître, c'est quand même globalement le PEL. C'est une très bonne nouvelle parce que le PEL, c'était un produit qui était très pratique pour que les gens épargnent tous les mois. Le problème, c'est qu'on leur donnait un taux garanti qui aujourd'hui est de moins de 1%. Donc c'est un produit que j'appelle, moi, toxique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, dans une phase de remontée de taux, croire qu'on va inciter les Français à bloquer leur épargne à ce taux-là. Mais ça veut dire que toute la profession financière, tous les intermédiaires financiers, face, j'allais dire, au champ libre qu'on vous ouvre enfin, parce que c'est quand même, ça aurait dû être fait depuis des années, doit réfléchir à comment on se réorganise en termes de produits, de circuits, de ce qu'on appelle la tuyauterie. Bon, et puis dans mes fonctions précédentes, j'avais beaucoup travaillé sur la régulation financière européenne. Il y a tout un volet macro-prudentiel à inventer. Vous savez que les charges en capital aujourd'hui pour les investisseurs institutionnels, quand vous avez porté 100 € d'actions PME non cotées, les charges en capital dans Solvabilité 2, c'est 49%. Donc, il y a la partie, j'allais dire, individuelle, les Français, il y a la partie intermédiaire, vous, et puis il y a la partie très macro-financière sur laquelle, voyons, on fait ça par strate.